Saint Seiya est mort. On l'entend de plus en plus, cette franchise, qui encore aujourd'hui est extrêmement rentable commercialement, ne semble être plus que l'ombre d'elle-même. Le live action a été un bide total et la Toei enchaîne les échecs avec ses récentes adaptations. Un potentiel gâché, tant les spin-offs en manga papier, eux, sont magnifiques. Aujourd'hui, on fait brûler notre Cosmo Énergie et on va répondre à la question: qui a ruiné Saint Seiya ? Entre nostalgie, reboot douteux et décisions commerciales étranges, Saint Seiya est maltraitée, alors que parlons français, elle est une des licences avec le plus gros potentiel. Saint Seiya, c'est bien plus qu'un manga ou un animé. C'est une légende qui a bercé l'enfance de millions de personnes. Mais au fil des années, la franchise a connu des hauts et aussi beaucoup de bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On va tout analyser ensemble. De la gloire originelle aux dernières tentatives controversées. Rappelons d'abord pourquoi Saint Seiya a marqué plusieurs générations. Créé par Masami Kurumada en 1986, l'anime a conquis le monde avec ses concepts avant-gardistes, ses combats épiques, ses chevaliers charismatiques et son mélange unique de mythologie grecque, de drame et d'esprit shonen. Chaque combat était une montée en puissance où nos héros dépassaient leurs limites grâce à leur cosmos, leur volonté et bien sûr leur amitié inébranlable. Les arcs du sanctuaire, Asgard, Poséidon et Hadès sont devenus légendaires. Qui n'a pas frissonné en voyant Seiya gravir les 12 maisons du Zodiaque pour sauver Athéna? Qui n'a pas ressenti l'émotion intense lors du sacrifice de certains chevaliers d'or? La série a réussi à marier l'action brutale et une profondeur émotionnelle rarement vue à l'époque. C'est ce mélange qui a forgé la popularité de la série, la rendant intemporelle. Et il ne faut pas oublier non plus la bande-son magistrale de Seiji Yokoyama qui a transcendé chaque moment. Les thèmes musicaux amplifiaient l'intensité des affrontements, donnant à chaque scène une dimension quasi mythologique. Saint Seiya, c'était plus qu'un animé, c'était une expérience qui touchait le cœur et l'âme. Mais après ce succès initial, les choses se sont compliquées. La fin de l'anime original a laissé les fans sur leur faim. L'arc Hadès, attendu comme l'apogée de l'histoire, a mis plus d'une décennie à être adapté en animé, provoquant frustration et impatience. Quand il est enfin sorti, la nostalgie était là, mais quelque chose s'était peut-être déjà brisé, surtout que la partie Elysion est totalement bâclée. Entre-temps, Toei Animation a tenté de maintenir la flamme, mais cela semblait plus être des coups commerciaux que de véritables prolongements de l'œuvre. Les personnages perdaient en profondeur, les intrigues semblaient recyclées et la magie d'origine s'effritait peu à peu. La franchise est devenue une vache à lait pour Bandai et la Toei Animation. Et Saint Seiya n'est pas la seule licence à souffrir de ce truc-là. On peut regarder Dragon Ball, ce que c'est devenu, c'est plus ou moins le même problème. Sauf que Dragon Ball n'a pas la chance, comme Saint Seiya, d'avoir des mangas spin-off papier qui sont de très très bonne qualité. Entre les innombrables figurines Mythclos, les jeux mobiles et les produits dérivés, chaque nouvelle série semble davantage pensée pour vendre des jouets que pour raconter une histoire forte. Pour relancer la machine, de nombreux spin-offs ont vu le jour, mais la qualité des animés a souvent laissé les fans perplexes. Saint Seiya Omega a tenté de moderniser la formule avec une nouvelle génération de chevaliers et un style graphique plus doux, visiblement destiné à séduire un public plus jeune. Si certains ont apprécié, beaucoup ont déploré un manque de fidélité à l'œuvre originale. Les armures élastiques simplifiées, les combats moins percutants et des héros moins charismatiques ont divisé la communauté. Bon, personnellement j'ai adoré Saint Seiya Omega, mais je comprends parfaitement que cette série est autant divisée. Puis vient Soul of Gold, où les chevaliers d'or reviennent en mode divin, une promesse excitante mais une animation en dents de scie et une histoire prévisible et bâclée ont laissé un goût amer. Malgré une très belle idée de départ, l'exécution a clairement manqué de soin. Quel gâchis, purée! Ça aurait pu être incroyable! Même si la série est très bien, on va pas se mentir, tu sens que c'est bien bâclé parce que de base ça devait faire 24 épisodes et on s'est retrouvé avec un truc de 12 épisodes. Dommage! Dommage fromage. Le film Saint Seiya Legend of Sanctuary, sorti en 2014, est une tentative audacieuse de moderniser la saga culte en la transportant en animation 3D. Visuellement, il propose une refonte graphique impressionnante des armures, avec un style plus réaliste, voire futuriste, qui pour certains donne une nouvelle prestance aux chevaliers. Les combats bénéficient d'effets visuels spectaculaires, ce qui donne vraiment une impression de blockbuster hollywoodien, plus accessible aux nouvelles générations. Néanmoins,
malgré une animation 20 sur 20, en voulant condenser tout l'arc du Sanctuaire qui est une saga de plus de 70 épisodes en moins de 2 heures, le film sacrifie le développement des personnages, ainsi que la tension émotionnelle qui faisait la force des animés. Des moments iconiques comme la montée des 12 maisons deviennent expédiés et le ton oscille maladroitement entre sérieux et humour mal dosé. Et dans ce film là, vu qu'ils ont bâclé l'arc du Sanctuaire en 2 heures, il y a des trucs on comprend rien, mais vraiment on piche que dalle. Si tu connais rien Senseiya, t'es paumé, je te le dis clairement. Et ce film représente vraiment le dilemme de Senseiya. Depuis des années, une volonté en fait de moderniser pour séduire un nouveau public, mais en sacrifiant ce qui faisait la profondeur et l'émotion de l'œuvre originale. Sauf que en voulant ramener un autre public, ils ramènent pas un nouveau public parce qu'ils font n'importe quoi et ils perdent les fans de base, donc potentiellement ils vont tout perdre. L'animé de Sentia Show qui fait que 10 épisodes bâclés avec une animation douteuse et une mauvaise réalisation, on n'y comprend rien. Encore une fois, quel gâchis, surtout que le manga est un chef-d'œuvre, un des meilleurs spin-offs de la licence. Oui, et enfin, le clou du spectacle, le remake 3D, avec une refonte graphique qui dénature l'œuvre et des choix narratifs plus que discutables. Les expressions faciales semblaient figées, privant les moments dramatiques de leur impact. Les combats, autrefois intenses et nerveux, sont devenus rigides et mécaniques, perdant toute la chorégraphie spectaculaire qui faisait vibrer les fans. Pire encore, certains choix du scénario comme transformer Shun en meuf pour entre guillemets moderniser la série ont été perçus comme très maladroits et forcés, trahissant l'essence du personnage. Ils ont voulu mettre une femme dans l'équipe, ça sert à rien, il y a peu de shonen où les femmes sont autant respectées que dans Senseiya, et puis surtout Shun passe d'un personnage incroyable à un cliché des personnages féminins. Eux qui ont voulu faire du progressisme ont finalement fait tout le contraire. Au final, cette adaptation a surtout laissé l'impression d'une tentative ratée d'attirer un nouveau public sans pour autant respecter l'ancien. Ils ont fait n'importe quoi. Bon, ce côté-là, c'est surtout la saison 1, car la saison 2 est juste magnifique. Oui, je le dis, puisqu'ils ont beaucoup plus respecté le manga de base. De plus, cette deuxième saison atteint un niveau technique supérieur, se rapprochant des productions contemporaines en animation 3D. La saison 2 offre un approfondissement des personnages secondaires, enrichissant ainsi la narration. Par exemple, le personnage de Jabu ou encore June bénéficient d'une histoire plus développée, incluant des éléments inédits qui ajoutent de la profondeur à leur rôle. Ils ont également repris les musiques de l'anime de 1986, etc., rajoutant ainsi ce côté épique, dramatique qu'il manquait. La saison 2 a une âme, mais il était déjà trop tard. Et le plus gros clou du spectacle, je pense que vous l'avez deviné, c'est le film live action. Oui, on y avait cru, il y avait vraiment un truc de fou à faire avec ça, mais bon, surtout qu'ils avaient un casting avec de très gros noms, mais au final ça ressemble plus à G.I. Joe qu'à Senseiya. Les Américains et leur volonté de tout américaniser là, purée. Oui, vous l'avez compris, Senseiya avait l'ambition de s'exporter aux États-Unis, car en Amérique latine et en Europe, Senseiya est très populaire, mais aux États-Unis, ça a jamais vraiment pris, bizarrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait la série 3D, un film live action, pour tenter de s'importer aux États-Unis, mais ça prend pas. Surtout qu'à l'époque, les Américains avaient déjà tenté de faire une fausse série Senseiya qui plagiait tout, qui était dégueulasse, qui faisait n'importe quoi, qui s'appelait Guardian of Cosmos. Je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble, c'est vraiment très drôle. Mais je me répète, malgré tout ça, en termes de manga papier, la franchise a des spin-offs tous plus magnifiques les uns que les autres. Lost Canvas, Sentia Show, G, Re-Rise of Poseidon et j'en passe. Et surtout la suite officielle canonique, Next Dimension, qui au final, malheureusement, elle, a fait un petit peu l'effet d'un pétard mouillé. Puisque le plus gros problème de cette suite, c'était sa publication irrégulière, lancée en 2006 et finie en 2024, pour un total de 16 tomes. Le manga a eu un rythme très lent avec des pauses interminables entre les chapitres, parfois même plusieurs années. Ce découpage a empêché les fans de s'immerger pleinement dans l'histoire et casse le rythme narratif. Beaucoup ont même décroché avant la fin. Dommage parce que la fin est sublime. Kurumada a opté pour une colorisation complète du manga, une idée originale sur le papier, mais en pratique, les dessins semblent parfois bâclés ou simplifiés. On est très loin du niveau qu'il avait à la fin de son manga original. Les combats, eux, manquent d'impact visuel et certains designs de nouveaux chevaliers n'ont pas convaincu. Next Dimension souffre surtout d'une comparaison constante avec The Lost Canvas, qui raconte aussi la guerre sainte passée. Ce dernier, bien que devenu non canon, propose une histoire plus fluide, des personnages attachants, une superbe direction artistique et une adaptation animée exceptionnelle qui malheureusement est inachevée. Beaucoup de fans considèrent Lost Canvas comme la entre guillemets vraie suite spirituelle, éclipsant Next Dimension sur plusieurs aspects. Si Kurumada a lancé Next Dimension, c'est parce qu'il n'était pas satisfait en fait du 5e film de la licence.
qui devait être une trilogie et la suite canonique de l'œuvre. Finalement, n'ayant pas aimé le résultat, Kurumada a décidé de faire sa propre suite comme il l'entend. Impossible de ne pas parler de l'exploitation commerciale. Senseiya, c'est aussi une montagne de produits dérivés, figurines, jeux vidéo, goodies, rééditions en tout genre. Bandai et Toei ont transformé la franchise en une machine à cash, parfois au détriment de la qualité artistique. Chaque nouvelle adaptation semble en effet pensée pour vendre plus de figurines ou relancer la hype, sans forcément proposer une vraie valeur narrative. Les fans ont parfois l'impression d'être plus des consommateurs que des passionnés que l'on respecte. Et ça, c'est dur à avaler quand on aime une série depuis son enfance. Et puis surtout, les spin-offs peinent à séduire. En conséquence, Bandai et la Toei reviennent sans cesse à la première série, la seule qui continue de garantir des ventes. Chaque reboot, remake ou adaptation semble incapable de s'éloigner du mythe originel. Dès que Senseiya tente de proposer quelque chose de neuf, ça se plante. Mais dès qu'on ressort les vieux chevaliers de bronze ou d'or, le public revient et les ventes de goodies explosent. Le plus triste dans tout ça, c'est qu'au-delà des figurines, Senseiya aurait le potentiel d'être réinventé intelligemment. Le succès du spin-off non canon du coup, The Lost Canvas, en est la preuve. Beau, bien écrit, épique, mais abandonné avant la fin. Pourquoi? Parce qu'il ne vendait pas autant de produits dérivés que la série d'origine. Bandai et la Toei semblent être enfermés dans une logique purement commerciale, incapables de comprendre ce qui fait la grandeur de la série, son intensité dramatique, ses personnages émouvants et son univers mythologique unique. Purée, mais imaginez 2 secondes un remake de la première série Senseiya avec la qualité d'animation d'aujourd'hui. Mais ce serait l'animé préféré de la Terre entière. Ce serait incroyable. Pourquoi ils le font pas? Je pose la question. Alors, qui a ruiné Senseiya? Les producteurs trop avides qui ont vu la série comme une vache à lait, les tentatives maladroites de modernisation, ou bien la franchise elle-même, figée dans une époque révolue, incapable de s'adapter sans trahir son essence. Peut-être que le vrai problème vient d'une incompréhension entre les créateurs et les fans. D'un côté, une volonté de rendre la série plus accessible au grand public et aux nouvelles générations, et de l'autre, une communauté fidèle qui veut retrouver la puissance émotionnelle et l'héroïsme de l'époque dorée. Senseiya reste vivant grâce à la puissance de sa série originelle, mais cette même puissance est devenue une prison, tant que Bandai et Toei préféreront recycler Seiya et ses frérots en boucle plutôt que de créer une suite digne de ce nom. La licence restera coincée entre nostalgie et opportunisme commercial. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Senseiya peut-il renaître de ses cendres comme Ikki du Phénix, ou la licence est-elle condamnée à exister à travers notre nostalgie? Que la force soit avec vous.